Et merci à vous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence avec un titre qui donnait envie. C'est pour ça que j'ai appelé cette conférence « La mort des soleils rouges ». Alors vous allez voir que c'est un sujet dans lequel on va plonger au fond des étoiles et que ces étoiles, même si elles sont belles, même si elles font rêver, il y a quand même de la complexité à l'intérieur et c'est cette complexité que je vais essayer de vous faire pressentir, ressentir en tout cas. Alors j'illustrerai cette conférence avec un tableau de Van Gogh, le Starry Night de Van Gogh. Alors d'abord parce que c'est poétique, et puis l'astronomie, ça pousse à la poésie. Et puis dans ce tableau, on voit d'énormes étoiles. Alors elles ne sont pas rouges pour le coup, mais ce sont d'énormes étoiles que dans ce ciel. Et vous allez voir que ces soleils rouges dont on va parler, ce sont les géantes rouges et les super géantes rouges, qui sont la phase terminale des étoiles comme le Soleil ou des étoiles plus massives. Elles finissent par mourir, et avant cette phase de mort, elles enflent, elles deviennent vraiment gigantesques. Elles peuvent atteindre plusieurs centaines de fois la taille du Soleil actuel, et elles peuvent même manger et cannibaliser les planètes qui tournent autour. Donc ce sont vraiment des monstres gigantesques, rouges et froids, qui sont sur leur fin, et donc c'est de ce sujet-là que je vais vous parler. Alors, j'ai pas fait de plan à cette conférence, mais comme on va parler de la mort des étoiles, vous savez, à chaque fois qu'on parle de la mort de quelqu'un, on fait son éloge funèbre, on raconte sa vie. Donc avant de vous parler de la mort de ces étoiles, je vais un petit peu vous parler de ce que c'est qu'une étoile et comment elles naissent. Alors elles naissent où déjà, les étoiles ? Les étoiles, elles naissent dans ces grands nuages de gaz assez jolis, très jolis même, qu'on appelle des nébuleuses. Alors il y en a plein dans notre galaxie, elles sont composées de gaz, particulièrement de l'hydrogène sous forme moléculaire, mais il y a d'autres petits polluants dedans, on en parlera un peu plus tard. Et ce sont donc dans ces grands nuages de gaz que naissent les étoiles. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces nuages de gaz ? Je vais prendre un petit laser, voilà. Il faut que je trouve le bon bouton, pas passer sur la slide d'après. Voilà, c'est ça. Donc dans ces grands nuages de gaz, je vous l'ai dit, il y a des molécules, donc des molécules de gaz. Alors ces molécules, elles sont petites, mais elles ont une masse. Et dans l'univers, il y a une force qui fait que toutes les choses qui ont une masse s'attirent mutuellement. Cette force s'appelle la gravité. Et donc ces molécules n'ont pas une faible masse, mais elles s'attirent néanmoins. Et donc à l'intérieur de ces nuages de gaz, va commencer à se former des espèces de grumeaux de matière qui, sous l'effet de la gravité, vont se condenser, devenir de plus en plus denses, de plus en plus chauds. Et c'est c'est une étoile en train de naître. Alors quand elles se créent, ces étoiles, au cœur, on a une espèce de nuage de gaz très chaud, qui se met à tournoyer. Et il tourne de plus en plus vite, un petit peu comme les patineuses, quand elles serrent les bras, vous savez, elles accélèrent. Le nuage de gaz, en se condensant, il se met à tourner de plus en plus vite. Ça fait un joli disque de matière, comme ça, qui s'effondre avec de la matière qui tombe sur l'étoile, sur la proto-étoile. On appelle ça la phase thétorie d'une étoile. Et puis, il y en a des jets de matière qui se partent de part et d'autre. Alors, par exemple, dans cette image qui est très connue, qui est une photo du télescope spatial Hubble, qui a eu son petit moment de gloire, qu'on appelle les piliers de la création, qui sont visibles dans la nébuleuse de l'Aigle avec un bon télescope. Et les gens du CALA peuvent faire des photos aussi belles que ça. Pas des piliers de la création, mais de très belles photos. Il a des étoiles en train de naître. D'ailleurs, on le voit ici parce que le bleu que vous voyez là, c'est dû à du rayonnement ultraviolet, et ce rayonnement ultraviolet est en particulier lié au fait que des jeunes étoiles sont en train de naître. Et puis quand on regarde dans d'autres couleurs, dans l'infrarouge, on voit à l'intérieur de ces piliers des petites étoiles en train de naître. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des jets de matière qui s'échappaient pendant cette phase thétorie. Vous voyez ici, par exemple, dans cette nébuleuse, en haut ici, que vous avez, à l'intérieur de ce petit grumeau là, des jets de matière qui s'échappent. Alors, ces jets sont gigantesques, on n'a pas l'impression sur la photo, mais c'est plusieurs fois la taille du système solaire, donc ce sont vraiment des objets gigantesques. Et en fait, ces jets sont un moyen de repérer la naissance d'étoiles à l'intérieur. Donc voilà, les étoiles naissent dans des grands nuages de gaz faits essentiellement d'hydrogène avec quelques polluants. Quand je dis polluants, je parle d'atomes ou de molécules un peu plus compliquées. Vous allez comprendre d'où elles viennent, ces atomes et ces molécules un peu plus compliquées. Ils sont pollués parce qu'il y a déjà eu des étoiles qui ont vécu et qui, en mourant, ont relâché ces polluants à l'intérieur de ces nuages de gaz. C'est comme ça que notre galaxie évolue d'un point de vue chimique. Et vous allez voir que ces éléments qui polluent ces nuages de gaz vont être essentiels dans la vie des étoiles et dans leur fin de vie en particulier. Ah oui, c'est une conférence interactive, donc si je parle japonais, n'hésitez pas à lever le bras, sauter sur le siège et poser une question, il n'y a pas de problème, on peut faire ça de manière interactive. Ah oui, j'ai un petit bouton pour passer les slides aussi. Voilà.
Alors c'est ce que je vais vous raconter. Je vais vous raconter qu'il y avait une force qui s'appelait la gravité et qu'à l'intérieur, il y avait... Ah, ça marche pas, voilà. Qu'il y avait la gravité qui faisait se condenser un nuage de gaz. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile et quand est-ce qu'on peut commencer à parler d'étoile? Alors, ce processus, je vous l'ai expliqué, c'est la gravité qui fait condenser un nuage de gaz. Qu'est-ce que ça fait le gaz quand on le compresse? Eh bien, ça chauffe. Vous pouvez essayer avec une pompe à vélo d'ailleurs, vous le faites, vous prenez une pompe à vélo, vous appuyez et vous allez sentir que ça chauffe un peu. Quand on compresse un gaz, il a tendance à chauffer. Quand on dilate un gaz, il a tendance à se refroidir. C'est comme ça qu'on fait fonctionner les frigos d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est très simple en physique, qui vient de la thermodynamique, qui est connue depuis très longtemps, au moins depuis le 19e siècle, de manière théorique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est un savant équilibre entre deux forces. Quand le nuage se comprime, il y a la pression à l'intérieur qui va commencer à résister à cette compression. Et donc, quand on a cet équilibre entre une... Ah, ça y est, ça bug. Voilà, on va y arriver. Quand on a un équilibre entre pression et gravité, on est dans un état d'équilibre, et tant que cet équilibre va être respecté, on appelle ça l'équilibre hydrostatique, l'étoile va commencer à pouvoir vivre sa vie paisiblement. Alors, je vous parle de pression, mais est-ce qu'il n'y a que la pression d'un gaz qui compte pour être une étoile? Eh bien non. Il y a plusieurs types de pression, et je vais vous les décrire. D'abord, je vais vous les nommer, et ensuite, quand on en aura besoin, on en parlera un peu plus. D'abord, il y a la pression d'un gaz, c'est ce que je vous racontais, c'est l'histoire de la pompe à vélo. On comprime un gaz, il résiste. La deuxième pression, qui est intéressante, c'est que, vous le savez, les étoiles, à la différence des planètes, émettent leur propre lumière. On va voir pourquoi elles créent de la lumière, ces étoiles. Mais en tout cas, il y a de l'énergie radiative, lumineuse, qui s'échappe du cœur de l'étoile. Et ce faisant, cette lumière crée une pression sur la matière. Alors ça, on n'en a pas l'intuition, mais figurez-vous que la lumière, elle peut générer de la pression. Par exemple, là, la grosse lampe là, qui m'éclaire, ça ne se voit pas, c'est très faible, mais me pousse un peu en arrière. Quand les photons, les grains de lumière arrivent sur moi, il y a une petite force de recul qui s'applique. On pourrait faire une gigantesque voile et ça ferait une voile solaire. Là, vous avez un dispositif, je ne me rappelle plus son nom, ici. C'est des petites ampoules avec quatre petites ailettes en mica. Il y a une face noire qui absorbe la lumière, une face qui est réfléchie. Et quand on éclaire ça avec une lampe, ça se met à tourner. Et ça éclaire parce qu'il y a une pression du rayonnement sur ces petites ailettes et ça génère une force et cette force fait tourner ce petit mécanisme. Cette pression de radiation est importante, elle est extrêmement importante. C'est elle d'ailleurs qui va maintenir un équilibre stable pendant la vie classique de l'étoile avant qu'elle commence à avoir des problèmes. Et puis il y a une autre pression. Alors celle-ci, on va en entendre parler un peu plus tard dans la conférence. Elle s'appelle la pression de dégénérescence. Et pour l'illustrer, j'ai mis des équations vilaines, là, avec des espèces de petits graphiques moches. Cette équation-là, pour ceux qui sont spécialistes, elle s'appelle l'équation de Schrödinger. Et c'est une équation qui parle de mécanique quantique. Vous savez, pour comprendre la physique, on a deux théories. On en a une qui s'appelle la relativité générale pour parler des grosses choses. Et puis on en a une qui s'applique aux petits éléments de la matière, le monde microscopique, celui des particules. Et ces particules, il y a des manières un peu particulières de les voir. Elles réagissent de manière un peu contre-intuitive. Et en particulier, les électrons peuvent générer une force qui s'oppose à la compression, qui s'appelle la pression de dégénérescence. Et je vais devoir vous en parler. Ah, vous êtes prêts ? Pas maintenant, on attend un peu. Alors, je vous ai parlé de formation des étoiles, voilà quelques simulations. Parce que vous allez voir dans cette conférence, je vais essayer aussi de vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer comment pense un astrophysicien. Un astrophysicien, c'est pas un expérimentateur, c'est un observateur. Donc il a des théories. Et ces théories, il les met dans des ordinateurs en général, parce que ces théories, on ne peut pas les résoudre sur un tableau avec des équations. Même si on fait beaucoup d'équations, on ne peut pas trouver des solutions qui nous, à la fin, on obtient une étoile. Ça ne marche pas. On prend plein d'équations, on les met dans un ordinateur, on fait des simulations, et ensuite on compare ces simulations à la réalité, au monde, par l'observation. Et c'est avec ces différences entre observation et simulation qu'on modifie nos théories. C'est un cercle virtueux qui fait qu'on s'améliore de plus en plus nos théories et nos modèles. Donc voici une simulation de formation stellaire à l'intérieur d'un nuage de gaz, donc une de ces nébuleuses que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors vous voyez, la gravité commence à structurer le nuage. Alors vous avez vu, ce nuage se fragmente en fait. En petits morceaux, il y a des espèces de grumeaux qui sont en train de se faire.
La taille de ces grumeaux dépend de la pollution qu'il y a dans le nuage. Je vous ai parlé de ces polluants. Et la taille de ces grumeaux, ils ont une masse particulière qu'on appelle la masse de Jeans et qui dépend des polluants qu'il y a à l'intérieur du nuage. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de polluants, on va fabriquer des grosses étoiles. Quand il y en a beaucoup, on va fabriquer plutôt des petites étoiles. Alors c'est un peu long cette simulation, mais vous allez voir petit à petit ce gaz s'entourer, former des disques d'accrétion, hein, donc ces disques que je vous ai montrés tout à l'heure, et des bébés étoiles qui sont en train de naître. Alors ça, c'est fait avec des supercalculateurs. Hein. Ça a l'air de rien, mais une simulation hydrodynamique comme ça prend beaucoup de temps à calculer. Et il faut savoir ce qu'on fait. Alors vous voyez, là, il y a un amas d'étoiles qui est en train de se former. Alors oui, j'ai mis des graphiques un peu scientifiques, donc souvent c'est écrit en anglais. Hein. Donc c'est la densité, d'accord, en grammes par centimètre carré. Et quand vous passez de 1 à 2, c'est que vous avez multiplié d'un facteur 10. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une échelle log. Donc voilà, vous voyez, là, il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former. C'est ce qu'on a vu en vrai dans les piliers de la création. Alors je vous la laisse finir parce que c'est joli. J'aime bien les simulations. Vous allez voir, il y en a plein. Bon, voilà. Alors, on va maintenant parler de ce qui se passe dans ce gaz. Je vous ai dit que c'était du gaz essentiellement composé d'hydrogène, et c'est de l'hydrogène moléculaire. Une molécule, ce sont des atomes attachés entre eux. Quand la température commence à augmenter, eh bien, ces atomes se détachent, les molécules se cassent. Les molécules ont du mal à rester des molécules, ne pas se briser quand il fait chaud. En fait, c'est un cas général. Plus il fait froid, plus vous allez fabriquer des choses compliquées. Et plus il fait chaud, plus les briques vont se détacher, vous allez fabriquer des choses simples. Donc quand on monte la température au début, eh bien, nos molécules se cassent. Et donc on obtient des atomes tout seuls. Alors là, par exemple, vous avez 2 atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Il y a un noyau qui est composé d'un seul proton. Vous avez tous entendu parler des protons, hein. C'est en 3e, donc normalement ça va. Et puis autour gravite un électron, donc une petite particule de charge négative. Un proton a une charge positive, un électron a une charge négative, et il tourne autour du proton. Alors quand je dis il tourne, je mens un peu, mais bon, c'est pas grave. On va dire ça comme ça. Alors que se passe-t-il quand la température monte ? Quand la température monte, eh bien, ça ne marche pas. Ah, voilà. Là, j'ai été trop... Bon, c'est pas grave. Quand on augmente la température, je vous ai dit, la matière se fragmente. Les électrons sont arrachés. Ils sont arrachés des protons. D'accord ? L'atome est cassé, et c'est ce qu'on appelle l'ionisation. Et donc, vous vous retrouvez avec des protons et des électrons qui gigotent tous ensemble. Alors, normalement, j'ai fait une slide avec gigotage tous ensemble. Voilà. Donc, vous avez un espèce de gaz qui n'est composé que de protons et d'électrons qui se mélangent. Ça s'appelle un plasma, ça. Alors, la physique des plasmas est assez compliquée. Et les étoiles, eh bien, elles sont, vous avez rappelé, à l'intérieur, ça a chauffé, hein, eh bien, elles sont dans cet état-là. On est dans un plasma. Il y a des protons et des électrons. Alors, que dire sur ces plasmas et pourquoi je vous en parle ? Je vous en parle parce que dans un plasma, il fait très chaud et la chaleur, la température, ce sont des particules qui gigotent très très vite. Et plus la température augmente, plus ça gigote très très vite. Normalement, les protons, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas parce qu'ils ont tous les deux une charge positive. Et les mêmes charges, ça fait quoi ? Ça se repousse, exactement. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de se voir. Hein. Quand on les approche, eh ben, il y a une force qui tend à les séparer. C'est une loi qu'on appelle la loi de Coulomb. Et en fait, cette loi de Coulomb, elle fait que plus on s'approche, eh ben, plus il y a une force qui les repousse. D'accord ? Pour les spécialistes, c'est en 1 sur R carré, c'est-à-dire que quand on se rapproche, ben, normalement, ça devrait devenir infini. D'accord ? Donc, on ne peut vraiment pas, normalement, coller des protons. Sauf que, dans ce plasma, il fait très très chaud, et en particulier au cœur des étoiles, au début, dans notre nuage de gaz, là, il fait vraiment très chaud. Et quand on atteint la température de 10 millions de degrés, à peu près, donc 10 millions de degrés, c'est chaud, hein, eh bien, ces protons, ils vont quand même arriver à se coller. Ils vont franchir cette barrière coulombienne qu'on appelle cette répulsion électrostatique, ils vont réussir à la franchir.
Ils vont réussir à la franchir à cause justement de ces effets quantiques un peu bizarres dont je vous ai parlé. Les électrons peuvent être à plusieurs endroits à la fois et quand ils se rapprochent trop, ils sont capables de franchir cette barrière et ils se collent tous les deux. Alors quand ils se collent, on a ce qu'on appelle une réaction de fusion nucléaire. C'est ce qu'on a dans les bombes atomiques, dans les bombes atomiques à hydrogène en particulier. Ah, c'est passé trop vite là. Voilà. Donc ça fusionne, et il y a un proton qui se transforme en neutron, et puis il y a un anti-électron qui part. Alors cet anti-électron, il va rencontrer un autre électron, et l'antimatière, quand ça rencontre la matière, paf, ça fait de la lumière. Et puis par la suite, vous avez vu, il y a un autre noyau d'hydrogène qui est arrivé, et qui a percuté, et ça a fait un grain de lumière, et il y a 2 protons qui sont partis. C'est de là que vient la lumière des étoiles. C'est cette énergie, en fait, qui est créée et qui est responsable de l'énergie dans les étoiles. Je vais vous montrer plutôt... Ah ouais, je vous ai dit, on va y aller. On va y aller. Faut pas avoir peur, parce que sinon je peux vous montrer que des belles images d'étoiles, mais c'est pas drôle. Bon. Alors je vous remonte cette réaction sous une forme un peu différente. Ce sont les noyaux d'hydrogène que je vous ai montré tout à l'heure, les protons, et vous avez vu, ils se sont percutés, il y a une particule qui est partie qui s'appelait un positron, vous en avez une autre, on ne va pas en parler, elle s'appelle un neutrino, un antineutrino d'ailleurs. Et puis ensuite, vous avez ce nouveau noyau qui va fusionner avec de l'hydrogène, qui va faire un noyau d'hélium 3, ça s'appelle, et cet hélium 3 va refusionner et faire de l'hélium. D'accord ? Un noyau d'hélium. Hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons. Dans cette réaction, vous avez vu, vous aviez des petits grains de lumière qui sont partis. Ces petits grains de lumière, c'est ce qu'on appelle gamma, là. Ce sont des photons. Ce sont des rayons gamma. C'est de la lumière. Et c'est cette lumière qui fait briller les étoiles. D'accord ? C'est de là que vient la lumière des étoiles à l'intérieur du cœur. Ces réactions de fusion créent des particules de lumière. Ces particules de lumière sont extrêmement énergétiques. Elles vont passer quelques milliers d'années à traverser l'étoile, à rencontrer des atomes, à être réémises. Elles vont comme ça circuler, ces particules, pendant plusieurs milliers d'années, et elles vont arriver à la surface de l'étoile. Elles vont ensuite arriver dans l'espace, du coup, partir à 300 000 km par seconde, et puis finir, voyager pendant peut-être des milliers d'années, et puis finir lamentablement sur votre rétine quand vous regardez les étoiles. Voilà. C'est l'histoire d'un grain de lumière qui vient du cœur des étoiles jusqu'à la sortie. Alors cette réaction, elle est énergétique et c'est aussi cette réaction qui crée de l'énergie des étoiles, leur lumière et leur température. Alors cette réaction nucléaire, on a mis assez longtemps à la découvrir. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on ne connaissait même pas la radioactivité. C'est Marie Curie qui a un petit peu compris la radioactivité. Donc ça fait moins d'1 siècle qu'on connaît, enfin ça fait à peu près 1 siècle, qu'on connaît ce phénomène. Pendant longtemps, les scientifiques, surtout au XIXe siècle, ils pensaient que les étoiles, vous savez, ils étaient très branchés machines à vapeur à l'époque. Donc ils aimaient bien la thermodynamique, ils disaient ça doit être de la combustion qui fait l'énergie, par exemple, du soleil. Alors ils ont fait des petits calculs, et ils se sont dit, mettons, si c'est du gaz qui est en train de brûler, on connaissait la masse du soleil, parce qu'on savait quelle masse il avait à cause des planètes qui tournaient autour, ça pourrait brûler pendant quelques milliers d'années seulement. Et ça n'allait pas parce qu'il y avait des gens qui étudiaient les cailloux, qui trouvaient des cailloux qui avaient plusieurs millions d'années, et des fossiles et des choses comme ça. Donc ils disaient, c'est pas possible que le soleil ait quelques milliers d'années. Ça doit pas être ça l'énergie qui fait brûler les étoiles. Alors après, il y avait des plus malins qui ont dit, c'est l'énergie gravitationnelle. L'énergie, je vous ai dit, quand on comprime un gaz, il chauffe. Donc quand toute l'énergie gravitationnelle va se transformer en température, c'est ça qui fait briller les étoiles. Alors ils ont fait des calculs, et là on arrivait à plusieurs millions d'années. Mais ça ne marchait pas encore, il y avait la tectonique des plaques, on se disait il y a un problème. Et donc cette solution-là, des réactions nucléaires, elle a été comprise que très tard par un monsieur qui s'appelait Hans Bethe. Et alors je pense que c'est apocryphe, mais la légende dit qu'il était allongé dans un champ avec sa dulcinée. Et puis il a dit chérie, alors il est allemand, donc c'était plutôt meine Freundin. Je suis le seul homme à savoir pourquoi les étoiles brillent. Alors je ne sais pas s'il a réussi à l'avoir avec ça. Enfin, même moi, je serais tombé amoureux. Alors, en tout cas, de l'énergie est créée. Alors, on l'appelle la chaîne PP1, celle-là. Bon, il y en a d'autres. Il y a la PP2. Voilà, je vous la montre, la PP2. La PP2, pourquoi je vous la montre ? En fait, on s'en fiche de ces réactions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fabrique du lithium. Vous savez, ce que Elon Musk, là, il adore pour faire des batteries. Et alors c'est très intéressant parce que nos modèles de fusion nucléaire font que dans l'univers, on n'a pas assez de lithium. Et on ne sait pas pourquoi.
Et c'est à cause des étoiles. Alors je ne vais pas vous donner la réponse puisqu'on ne sait pas pourquoi. Mais il y a des problèmes de lithium dans les étoiles et dans l'univers. Et on pense que c'est parce que nos modèles stellaires ne sont pas corrects. Et donc c'est pour ça que je vous montre cette réaction de fusion-là. Alors pour l'instant d'ailleurs on est au cœur de l'étoile là. Donc le lithium et le beryllium ils sont fabriqués dans le cœur de l'étoile, pas à l'extérieur. On va revenir sur ça plus tard. Et puis nous avons la chaîne PP3, donc voilà. Et alors je vous ai marqué un truc bizarre en bas là. Je vous ai marqué E est proportionnel à T à la puissance 4. Donc T c'est la température, à la puissance 4 ça veut dire que c'est T fois T fois T fois T. Okay, donc ça veut dire que l'énergie qui est créée est proportionnelle à la puissance 4 de la température. D'accord, donc ça produit beaucoup d'énergie les réactions nucléaires. Hein. Mais alors, vous allez voir que ces chaînes PP en fait il n'y a rien. Alors, ah là, ça marche mal. J'ai pas sauté une slide là du coup. Non. Je vais faire ça à l'ancienne. Hein. Voilà. Et puis il y a une autre manière de faire de la fusion à l'intérieur des étoiles. Ce cycle de réaction nucléaire, il est particulièrement intéressant et il s'appelle le cycle CNO. Alors le cycle CNO ça veut dire carbone, azote, oxygène. Et vous voyez, c'est pareil, hein, vous faites rentrer des atomes d'hydrogène et ça fabrique de l'hélium. Voilà, donc vous voyez, là, vous mettez de l'hydrogène à l'intérieur d'un atome de carbone, et puis bah, ça fait de la lumière qui sort, etc. Et puis ça, on rentre des protons d'un côté et vous sortez des noyaux d'hélium. C'est cette fusion nucléaire qu'on appelle la nucléosynthèse qui fabrique les éléments, en particulier l'hélium. Mais ce cycle CNO, si vous voulez qu'il marche, bah, il faut qu'il y ait du carbone, de l'oxygène et de l'azote, sinon ça ne marche pas. C'est encore les polluants dont je vous parlais tout à l'heure, là, hein, qu'il y avait dans mes nébuleuses. Les polluants, il y a en particulier du carbone dans ces polluants. Et ce cycle de réaction nucléaire, il est extrêmement puissant. Mais extrêmement puissant, d'accord ? L'énergie qui est produite est à la puissance 17 de la température. Alors la puissance 17, c'est encore beaucoup, d'accord, hein, je vous fais, c'est T fois T fois T fois T fois T. Et comme on est à des températures relativement extrêmes, eh ben, ce cycle de réaction nucléaire, il est extrêmement énergétique. On va y revenir, c'est lui qui va signer un petit peu la fin de vie des étoiles en particulier. Alors, petite interlude musicale, je sais pas. Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'hydrogène ? Bah ouais, parce que pour l'instant, je vous ai dit, les étoiles, ça marche comme ça. À l'intérieur, il y a du gaz, il fait chaud, et quand il fait chaud, il y a des réactions nucléaires, ça produit de l'énergie, ça fait de la lumière, donc de la pression, de radiation, et du coup, l'étoile, elle vit tranquillement sa vie, elle est en équilibre entre pression à l'intérieur et gravité qui tend à faire comprimer l'étoile. Mais au bout d'un moment, quand j'ai brûlé tout mon hydrogène, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus ? Donc imaginez, hein, l'étoile, à l'intérieur, bah, elle a brûlé, elle a fait des fusions nucléaires avec tout son hydrogène, tout a été transformé en hélium, et donc les réactions nucléaires, est-ce qu'elles peuvent continuer ? Eh ben non. Donc elles ne peuvent plus continuer. Donc du coup, l'équilibre est rompu. L'équilibre est rompu. Bon, il veut vraiment pas ce truc. Hein. Voilà. Équilibre rompu. Alors du coup, le cœur, là, il va commencer à se comprimer à l'intérieur. Et là, on arrive à un certain nombre de problèmes. Donc, le cœur d'hélium se contacte parce qu'il n'y a plus d'énergie nucléaire qui est produite, donc plus de pression de radiation, parce qu'il n'y a plus de lumière qui sort, et donc le cœur d'hélium, il commence à se contracter. Il s'écrase comme ça. Je vous ai dit, ça fait quoi un gaz quand ça se comprime ? Ça chauffe. Ça chauffe. Donc la température augmente. La température augmente, et le cœur d'hélium, il chauffe et il se contracte. Et il se contracte jusqu'à une certaine limite. Et c'est là qu'arrive la pression de dégénérescence. Interlude numéro 2. Qu'est-ce que c'est que la pression de dégénérescence ? Je vous ai parlé tout à l'heure de mécanique quantique. Alors, rappelez-vous que dans mon gaz d'hélium, il y a aussi des électrons. Et les électrons, on pourrait dire, est-ce qu'on peut écraser un gaz jusqu'à ce que tous les électrons soient resserrés le plus possible ? Eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les électrons, ce sont des particules décrites par la mécanique quantique, et la mécanique quantique vous dit qu'un électron occupe une certaine place, si vous voulez. Il a un certain volume, le volume d'une onde en fait. Et la mécanique quantique vous dit aussi que, alors on pourrait imaginer ça comme ça, on pourrait imaginer que l'espace en fait a une certaine résolution, vous savez, comme les pixels sur une image.
Et la mécanique quantique, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez mettre qu'un seul électron par pixel. Parce que si vous mettez plus d'électrons par pixel, par boîte quantique, eh ben, la mécanique quantique est violée. On appelle ça le principe d'exclusion Pauli. Voilà. Et donc, eh ben, l'idée, c'est qu'une fois que vous comprimez votre gaz, eh ben, les électrons ils vont occuper chacun des pixels d'espace. Okay. Et du coup, il n'y a plus de place. Et s'il n'y a plus de place, eh ben, on ne peut pas comprimer plus le gaz. C'est vite fait. C'est fait avec les mains. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça la pression de dégénérescence. Et cette pression de dégénérescence, elle est essentielle. Parce que une fois que la matière est sous forme dégénérée, c'est un excellent conducteur thermique. Donc quand le noyau d'hélium est comprimé à fond, là, eh ben, la température, alors d'abord ça s'arrête de se comprimer, c'est-à-dire que le volume du cœur ne peut plus réduire, et surtout il va pouvoir chauffer beaucoup. C'était clair cette histoire de boîte quantique et tout ça là? Ok. Alors, l'hélium est comprimé, est inerte et il fait très chaud. Alors autour quand même, hein, c'est le cœur qui a de l'hélium, autour il y a encore de l'hydrogène. Et lui, eh ben, il commence à s'écraser sur ce cœur inerte et du coup il y a de l'hydrogène, d'accord, il reste encore de l'hydrogène dans l'étoile, qui brûle autour en couches. C'est ce que vous voyez ici. Alors c'est un schéma qui décrit bien, hein. Vous avez l'étoile ici, et puis au milieu il y a le cœur de l'étoile. Donc le cœur il est en hélium, dégénéré je vous ai dit. Hein. Et puis autour, vous avez de l'hydrogène, une couche d'hydrogène qui se met à faire des réactions nucléaires. D'accord ? Donc l'étoile, elle va redémarrer, elle va reproduire de l'énergie en couche autour d'un cœur inerte d'hélium. Alors, ces graphiques, je ne vous en ai pas mis beaucoup, c'est dommage parce qu'ils sont très très bien, mais il faut apprendre à les lire et ils sont un peu compliqués à lire. En fait, ça c'est le temps, d'accord ? C'est les phases d'évolution de l'étoile. Donc là, l'étoile, elle est en train de... C'est en milliards d'années, donc ouais, ça c'est une étoile qui a 10 milliards d'années. Le bleu, là, ça correspond à de l'hydrogène, d'accord, qui est en train de brûler, donc de faire des fusions nucléaires. Donc au début, c'est ce que je vous racontais. Hein. Il y a de l'hydrogène qui brûle à l'intérieur du cœur. Ça, je ne vous l'explique pas encore, c'est ce qu'on appelle de la convection. C'est-à-dire que c'est la matière, en fait, qui tourne et qui va amener du matériau vers le haut. En particulier, vous voyez, il y a de la convection, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui est en train de tourner, qui va racler à l'intérieur de l'hélium, là. Vous vous rappelez les chaînes PP2, je vous ai dit qu'il y avait du beryllium. Ouais. Et ben ça fait remonter le beryllium à la surface, le fait qu'il y ait ces mouvements de convection là. C'est très intéressant parce que les étoiles, quand elles arrivent dans cette phase-là, eh bien on voit du lithium et du beryllium à la surface, alors qu'avant on n'en voyait pas. Cette pénétration de la convection à l'intérieur du cœur et où il y a des réactions nucléaires, ça s'appelle un dredge-up. On va en parler, il y en a 3, et ça va enrichir chimiquement l'étoile quand ça se produit. Et puis donc ce que je vous racontais, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène, donc il n'y a plus d'hydrogène qui brûle, ça s'arrête. Et par contre, vous avez, ça brûle en couche au-dessus. Alors, la couche convective grandit et plonge vers le cœur, l'étoile grossit. Donc la couche convective, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la convection? Pour être un peu plus précis, oups, échec encore, voilà. Voilà une coupe d'étoiles. Donc ça, c'est le Soleil, d'accord, hein. Le Soleil, en général, l'énergie lumineuse qu'il produit en son cœur, eh bien, c'est juste la propagation du rayonnement, en fait, qui évacue l'énergie de l'étoile, d'accord. Il y a juste un petit peu de convection, c'est-à-dire ces mouvements de rouleau qui sont à la surface. L'étoile, quand elle commence à brûler de l'hydrogène en couche, eh bien, en fait, il y a beaucoup d'énergie à dissiper, et en fait, elle grossit, et la zone convective va faire grossir l'étoile et elle va occuper quasiment toute la place de l'étoile. C'est à ce moment-là que les étoiles, comme le Soleil, deviennent des géantes rouges. Alors pour notre Soleil, ça va se produire à peu près dans 5 milliards d'années et ça sera assez désagréable pour nous. Hein, d'accord. Au début, ça sera joli parce qu'on dira il y a un Soleil qui est plus gros que d'habitude, il est rouge, c'est magnifique. Puis à un moment, il va commencer à prendre tout le ciel, puis il va manger Mercure, puis il va manger Vénus, puis il va manger la Terre. On sera dans le Soleil. Les océans vont bouillir et tout ça. Mais il y a le temps. Il y a le temps. Là, vous voyez, c'est... D'accord, donc là vous avez la Terre et là vous avez une géante rouge. Hein. Ça vous donne à peu près l'idée de la taille du Soleil. Donc période désagréable. Je reviens un petit peu à cette convection en vous montrant la convection à la surface du Soleil. Ça, c'est pas une simulation, c'est quelque chose que l'on voit, que l'on peut voir. C'est une observation du Soleil et sur le Soleil vous avez de la convection, on appelle ça la granulation solaire. Et vous voyez, ça gigote, ça bouge, d'accord. Donc c'est du gaz qui est chaud.
et qui remontent à la surface. C'est un peu le principe des lampes à lave, vous savez, dans les années 70. Alors, comme je suis jeune, comme Pierre l'a dit, j'ai pas connu les lampes à lave. J'en avais acheté une. Et donc, justement, ces lampes à lave, il y a des bulles qui remontent et qui redescendent, d'accord ? Quand elles se refroidissent, elles montent parce que du coup, c'est moins dense et elles redescendent. Ça se produit à la surface des étoiles, et cette convection, eh bien, elle est à l'œuvre dans les géantes rouges. Et donc, je vous l'ai dit, elle plonge un moment au niveau du cœur où il y avait des réactions nucléaires, elle ramène du matériau à la surface de l'étoile. Ok. Et alors là, l'étoile sort de la séquence principale. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Interlude numéro 3. C'est quoi la séquence principale ? Alors c'est là que les étoiles, je vous ai dit, elles commencent à avoir des problèmes. Alors voilà un diagramme dont je vais vous parler un petit peu. Ce diagramme, il s'appelle le diagramme Hertzsprung-Russell, le diagramme HR, et c'est le diagramme préféré des astrophysiciens. Un astrophysicien qui ne connaît pas ce diagramme est lapidé en place publique. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce diagramme, des informations essentielles, à la fois sur la répartition des étoiles dans notre univers, dans la galaxie, mais aussi sur leur évolution, leur température, leur taille, leur rayon, etc. Et puis vous savez, ça fait pas très longtemps qu'on a des très gros télescopes. Et même avec les plus gros télescopes du monde, une étoile, quand vous zoomez dessus, ça reste un point. Et il n'y a rien de plus similaire à un point qu'un autre point. Donc on ne peut pas faire grand-chose quand on est astrophysicien et qu'on s'occupe des étoiles. Donc il faut être un peu malin. Et un des diagrammes les plus malins, c'est celui-ci, c'est le diagramme HR. Je vous l'ai décrit et je vous l'explique maintenant. Alors qu'est-ce que c'est ce diagramme HR ? Ce diagramme HR, c'est en fait un classement. On pourrait dire, des étoiles, je vous ai dit, il y en a de plusieurs couleurs déjà. Il y a des étoiles qui sont bleues, ça veut dire qu'elles sont chaudes. Il y a des étoiles qui sont rouges, ça veut dire qu'elles sont plutôt froides. Ça, c'est ce qu'on appelle un rayonnement d'un corps noir. C'est ce qui se passe quand vous prenez, par exemple, un charbon ardent, vous soufflez dessus, il devient de plus en plus chaud, et en fait, il rougit de moins en moins, il devient de plus en plus blanc, et si vous chauffiez encore, ça deviendrait rouge. Alors plutôt pas avec du charbon, mais avec du fer, par exemple. Plus vous chauffez, en fait, plus ça devient lumineux, et ça tend vers le bleu. Eh bien, les étoiles, c'est pareil. Et donc, vous avez des étoiles qui sont plutôt de ce côté-là, qui sont rouges, et ça veut dire que ce sont des étoiles, vous avez suivi, elles sont froides. Ah, c'est bon. Et de ce côté, c'est qu'elles sont chaudes. Super. Et ensuite, on peut les classer par luminosité. D'accord ? Il y a des étoiles qui sont plus lumineuses que d'autres. Alors, les étoiles qui ne sont pas lumineuses, elles sont vers le bas, et les étoiles qui sont très lumineuses, elles sont vers le haut. Bon, jusque-là, pas de problème. Alors je vous ai dit qu'une étoile c'était un équilibre entre pression et gravité. Et quand elles sont dans cette phase d'équilibre, en fait il y a des relations entre luminosité et température, des relations assez simples. Alors entre masse, température et luminosité, ce sont des équations très simples. Et donc si on prenait toutes les étoiles du ciel, on regarde comment elles sont rouges, comment elles sont lumineuses, et on les met dans un diagramme. On pourrait se dire il y a tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des rouges très lumineuses, des rouges pas lumineuses, des bleus... Eh ben non, elles s'agencent pas n'importe comment, elles s'agencent le long d'une diagonale. Vous voyez, d'une diagonale. Majoritairement. Donc, en général, les étoiles froides, elles sont peu lumineuses, et les étoiles chaudes, elles sont très lumineuses. Ok ? Alors en fait, celles-ci sont plutôt massives, très lourdes, et celles-ci sont plutôt des naines, donc de faible masse. Le Soleil est à peu près ici, d'accord ? Il est de masse solaire, évidemment, puisque c'est le Soleil. Donc là, vous avez vu, c'est une fois la masse du Soleil, donc il est là. Voilà. C'est bon jusque-là ? Alors une étoile, elle vit sa vie pépère pendant des milliards d'années sur la séquence principale. D'accord ? Tout ce que je vous ai raconté au début, là, quand elle est en train de brûler son hydrogène, de faire de l'énergie, elle va passer des milliards d'années à faire ça. Et quand elle fait ça, elle arrive sur la séquence principale, d'accord ? Et puis elle reste sur cette séquence principale. Elle bouge un petit peu, elle monte en luminosité. Mais elle reste sur la séquence principale. Au moment où c'est que ça s'arrête, c'est là qu'il va se passer un truc bizarre. Elles vont se mettre à tourner dans cet endroit-là. Elles vont partir sur le côté. Donc là, on a des étoiles qui tout d'un coup sont beaucoup plus froides, c'est-à-dire qu'elles refroidissent, okay, et elles restent lumineuses. Et elles vont même devenir encore plus lumineuses. C'est ça qu'on appelle la branche des géantes.
les géantes rouges. Et quand elles sont plus haut, quand elles sont très lumineuses, parce qu'elles viennent d'étoiles massives, on les appelle les supergéantes rouges. D'accord ? Et donc, c'est la phase terminale de nos étoiles. Donc, le Soleil, il va rentrer, il va se mettre à tourner, là. Il va se mettre à tourner dans à peu près 5 milliards d'années. Là, il est pépère pour l'instant, il est sur la séquence principale. Et puis, paf, quand il va avoir fini de brûler son hydrogène, il va produire de l'hélium qui va brûler en couche, il va tourner sur la branche des géantes, il va grossir, et il va y avoir ces gros trucs de convection, ces grosses cellules de convection dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous avez ici, vous avez donc les géantes ici, et la séquence principale. Donc c'est à ce moment-là, ce que je vous disais, que les étoiles sortent de la séquence principale. Ça va jusque-là ? N'hésitez pas à sauter sur le siège s'il y a un problème. Ok, alors, petite simulation. Alors là, ce qu'on a fait, pour essayer de bien comprendre, parce que ce diagramme n'était pas facile, on va prendre des étoiles qui ont le même âge. Donc on les fait toutes naître en même temps. Okay, on prend un nuage et on va fabriquer des étoiles donc de masses différentes, 0,3 à 30 fois la masse du Soleil. Et alors il va falloir que je fasse des pauses là, parce que sinon... Et donc le vert, c'est la séquence principale. Donc vous avez vu, les étoiles, elles arrivent sur la séquence principale et elles vivent pendant plusieurs millions d'années, milliards d'années, leur vie. Et puis, ah zut, échec. Je vais faire ça à la souris. On va y arriver. Voilà. On va faire une pause là. Tac. Donc là, c'est les étoiles qui évoluent dans le diagramme HR. C'est bon ? Donc là, vous avez la température et la luminosité. Donc, vous avez vu, elles arrivent sur la séquence principale et elles restent longtemps sur la séquence principale, les étoiles. Et puis tout d'un coup, les étoiles qui sont très lumineuses et chaudes, en fait, ce sont des étoiles massives, elles vont se mettre à tourner et elles vont devenir des supergéantes rouges. Donc en fait, elles ne vivent pas longtemps, celles-là, avant de partir dans la phase supergéante rouge. On continue. Alors, on va continuer jusqu'à... là, à peu près. Ici, ce sont des étoiles un peu plus lourdes que le Soleil, mais grosso modo, les étoiles qui nous intéressent, le fameux Soleil rouge. Eh bien, ils sont en train, vous voyez, de tourner, ils sont en train d'avoir fini leur vie, ils commencent à brûler l'hydrogène en couche, là, et puis ils partent dans cette région-là, d'accord, ça s'appelle le Red Clump, ça. Et donc, ce sont des étoiles qui sont plutôt lumineuses par rapport aux autres étoiles, et qui sont froides, ce sont nos fameuses géantes rouges. Alors vous avez vu, il y a des espèces de trucs qui ont apparu ici, là. Donc des petites étoiles qui sont, du coup, elles sont comment ? Elles sont chaudes et peu lumineuses. Voilà. On en reparle tout à l'heure. Elles s'appellent des naines blanches, celles-là. On peut continuer pour le fun. Ah bah non, on va pas continuer pour le fun, parce que ça ne veut pas. Donc vous voyez, au bout d'un moment, donc toutes nos étoiles sont... Bon, voilà, c'est fini, ok. Bon. Elle était... Ouf. Ça allait cette diapo, vous l'avez compris ? Juste pour vous dire, là il y avait... Donc toutes les étoiles qu'on a vues sur cette simulation, elles ont été formées en même temps. Ok ? Puisque dans la simulation, ils ont pris un nuage de gaz et ils ont fabriqué des étoiles. Quand vous regardez dans notre galaxie, toutes les étoiles ne sont pas formées en même temps. C'est pour ça que là, vous avez en même temps la séquence principale complète, et puis vous avez aussi la branche des géantes, parce que celles-ci, elles ont été formées plus récemment, typiquement. D'accord ? Donc voilà pourquoi là, vous avez un diagramme HR complet, alors que dans la simulation que vous avez vue tout à l'heure, ça faisait du coup un virage. Quand on regarde les amas globulaires, pour ceux qui savent ce que c'est, les amas globulaires, eh ben on voit juste, on voit plus les grosses étoiles là, elles sont déjà toutes mortes, d'accord ? C'est comme ça que même avec des enfants, on peut déterminer l'âge d'un amas globulaire. Alors, non c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je vous ai dit, on va vraiment les explorer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il se passe que l'hydrogène brûle en couche et puis le cœur, il est de l'hélium dégénéré. Et la température, elle augmente. On a dit tout à l'heure que ça se comprimait et que ça brûlait en couche et que donc ça chauffe. Eh bien, il y a un moment où on atteint à l'intérieur du cœur d'hélium dégénéré 100 millions de degrés. Et là, c'est le drame. Mais ça, personne n'en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe à 100 millions de degrés ? Il se passe que c'est l'hélium qui va fusionner. Et l'hélium, quand il fusionne, ça rigole pas. Il fusionne pas gentiment en faisant par 2. Il fusionne par 3.
D'accord. Alors là, il y a un intermédiaire qui est le beryllium, mais vous vous rappelez, ça commençait comme la chaîne PP2. Sauf que normalement, le beryllium, c'est un atome instable, il se désintègre radioactivement. Mais là, il n'a même pas le temps de se désintégrer, il fait tellement chaud, il se prend tellement des héliums dans la tête, qu'il va manger un hélium de force, là. On va lui faire rentrer dedans. Et ça va faire un atome de carbone. Ok. Donc on a 3 atomes d'hélium qui fabriquent un atome de carbone. Et quand le cœur est dégénéré, eh ben, ça se fait très vite, ça. On appelle ça le flash de l'hélium. T à la puissance 40. Là, ça crache du photon, là. Là, il y a beaucoup d'énergie qui est générée dans l'étoile. Et là, l'étoile elle commence à... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on peut parler maintenant de nucléosynthèse. Tout à l'heure, je vous ai montré comment, avec de l'hydrogène, on fabriquait de l'hélium. Et ben, dans les étoiles, même les étoiles de faible masse, comme le Soleil, eh bien, on va fabriquer des nouveaux éléments complexes, lourds, comme le carbone. Alors, il suffit de lui en faire manger un autre à lui, et ça donne de l'oxygène. Vous lui en faites manger un autre, ça donne du calcium, je crois. On appelle ça les éléments alpha. Et vous pouvez créer comme ça, en faisant manger de l'hélium à des noyaux, par 4, faire grossir des noyaux et fabriquer des éléments très intéressants. D'accord ? Vous êtes fait de carbone d'ailleurs. Hein ? Il vient de là, le carbone. Moi aussi, je ne sais pas. Pas vérifier. Alors cette réaction, ce flash de l'hélium... Il va contribuer, là encore, à la fin de nos étoiles, et surtout des étoiles qui m'intéressent à moi, qui sont ces étoiles qui arrivent sur la branche des géantes, et on les appelle les étoiles AGB, Asymptotic Giant Branch, ça veut dire qu'elles vont rester collées sur la branche des géantes, et il va leur arriver des salades, et on va parler un petit peu de ces salades et des problèmes qu'il y a avec ces AGB. Alors voilà, le diagramme HR. Alors en fait, je ne vais pas vous le décrire, je l'ai mis pour vous faire peur. Parce que tout à l'heure, là, quand on ne regardait pas de près, dans ma simulation, on voyait des géantes rouges qui allaient, paf, à droite. Bon, c'était chouette. Mais si on regarde de près, elles font un peu n'importe quoi. Hein, vous voyez, donc là, c'est la séquence principale, et puis là, elles se mettent à tourner, elles montent sur la branche des géantes, et puis ensuite, elles retournent, elles font une boucle vers le bleu, et puis elles repartent, et ensuite, paf. Donc, il leur arrive plein de choses là, aux étoiles, d'accord ? Alors, je vais pas vous expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que l'hélium, quand il brûle, il crée beaucoup d'énergie, d'accord ? Il crée beaucoup d'énergie. Il fabrique du carbone, donc le cœur de l'étoile, ça va être un cœur de carbone et d'oxygène, dégénéré. Vous vous rappelez ce que c'est dégénéré, hein ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus le comprimer parce que les électrons, ils résistent avec la pression de dégénérescence. Et... en fait, ce qu'on va faire, pour éviter de s'embêter avec ça, de savoir comment ça se balade dans le diagramme HR, c'est qu'on va regarder une simulation. Alors, c'est une simulation un peu compliquée, mais alors non, c'est pas encore la simulation. Je vous montre ce qui se passe. Donc, on a fusionné l'hélium, d'accord. Donc, vous avez un cœur de carbone-oxygène inerte, puisqu'on a consommé tout l'hélium, donc il n'y a que du carbone et de l'oxygène qui est fait ici. Vous avez autour du cœur de l'hélium qui brûle en couches, un petit peu comme l'hydrogène, tout à l'heure, il y avait juste une fine couche d'hélium qui est en train de brûler autour du noyau de carbone-oxygène. Ensuite, vous arrivez ici à la limite. Là, il y a de l'hydrogène qui est en train de brûler, et puis le reste de l'étoile, c'est en hydrogène. OK. Alors, dans cette phase-là, ces couches de brûlage de l'hélium et de l'hydrogène, elles vont un petit peu se déplacer en profondeur dans l'étoile. Et ça va faire des pulses thermiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'étoile, elle va brutalement se mettre à brûler des éléments, par s'inverser. Il va y avoir le brûlage de l'hélium qui s'arrête. Il va y avoir aussi la couche convective. Vous vous rappelez de ma couche convective, là, les bubules, là ? Eh bien, les bubules, elles vont aller racler dans le cœur de carbone-oxygène. Elles vont remonter du carbone à l'extérieur de l'étoile. Normalement, les étoiles, quand on regarde leur composition chimique, elles sont majoritairement composées d'oxygène. On appelle ça des étoiles oxygénées. Et puis, petit à petit, quand la couche convective plonge à l'intérieur de l'étoile dans cette phase, elle va racler du carbone, et elle va remonter du carbone à la surface de l'étoile. Ça se passe pendant le 3e dredge-up, ça. Ouais. Est-ce que s'il y a autant d'hélium que ça autour du cœur, oui. brûler en périphérie du cœur, est-ce que ça le fait grossir en même temps ? Oui, ça le fait grossir. Le cœur, on va le voir tout à l'heure. On va voir que les couches de brûlage de l'hélium, elles changent. Dans la simu, on va bien le voir. Et on va voir aussi que ça s'inverse avec la couche convective. Et on va même le voir. Alors, la simu, je montre tout à l'heure.
Mais alors tout l'hélium ne va pas brûler, il va en rester. Hein. Il va en rester quand même. Hein. Voilà. D'ailleurs, alors je ne sais pas si on les voit bien là, mais là on voit par exemple dans ce diagramme, vous vous rappelez ce diagramme, hein, là ça brûlait de l'hydrogène. Là vous avez un cœur de carbone-oxygène, vous avez du brûlage en couche de l'hélium, et là vous avez les couches de brûlage de l'hélium. Donc c'est le bazar dans ces étoiles. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, il y a de l'énergie qui est en train d'être générée à des endroits différents, et pas à la même distance, ça va se relaxer, et ça va faire des pulses thermiques dans nos étoiles, et c'est ça qui va les tuer. Alors, je vous montre ma simu, là. Alors, comment on fait une simu, hein? C'est pour vous faire peur, ça. Donc, pour faire une simulation, on ne prend pas un tableau. On prend des réseaux de réactions nucléaires. On en a vu quelques-unes. On prend les réactions nucléaires. On prend des équations. Alors, ces équations, c'est des équations qui nous disent la pression par rapport à la masse de l'étoile, le rayon de l'étoile. Alors, ces équations sont couplées. Ça, c'est la luminosité. Le epsilon, que vous voyez, c'est l'énergie nucléaire qui est produite par telle réaction nucléaire. Ça, c'est les réactions nucléaires, parce que du coup, quand vous prenez des éléments, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, d'accord ? Donc il faut savoir combien il nous reste d'hélium, combien il nous reste d'hydrogène, combien il nous reste de carbone, d'oxygène. Bon, on s'en fiche, on prend tout ça, on le met dans un ordinateur. On appuie sur Entrée, et on obtient ça. Alors, je vous l'explique. On va mettre sur pause. On va mettre sur pause. On passe un peu de temps là-dessus, ok ? Alors ça, c'est le diagramme HR. Okay, donc là, ça veut dire que là, elle est en train de devenir, vers la droite, c'est... Voilà, elle est en train de devenir une géante, exactement. Donc elle est en train de devenir lumineuse et froide. Alors en fait, elle n'est pas plus froide, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, mais elle a gonflé, rappelez-vous. Donc quand on la voit de l'extérieur, en fait, il y a beaucoup d'énergie sur une grande surface, elle est plus froide. C'est à peu près à 3000 degrés, on va dire. Ça dépend. Alors ensuite, ça... Alors vous vous rappelez, dans le diagramme HR, je vous ai montré, ça fait n'importe quoi, donc on va pas la suivre pendant 25 ans dans le diagramme HR. Ça, c'est la densité. Donc en fait, c'est un modèle 1D, une dimension. C'est-à-dire qu'on a pris une frite, d'accord, et on regarde la température, la densité dans chacune des portions de cette étoile en descendant à l'intérieur. Donc là, c'est que c'est pas très dense. Donc c'est le haut ou le bas ? C'est le haut, ouais. Et là, donc du coup, c'est l'intérieur de l'étoile. C'est là où c'est que c'est très dense et très chaud. Oui. Vous voyez que, on va repasser, ici il y a marqué H-burn, ça veut dire que l'hydrogène est en train de fusionner. Ici c'est l'hélium qui est en train de brûler, carbone, oxygène, burn. On n'y arrivera pas, ces étoiles ne sont pas assez lourdes pour brûler du carbone et de l'oxygène. Et vous voyez qu'ici, là, vous avez des petits trucs rouges, là, il y a marqué 10 puissance 7 erg, donc ça c'est l'énergie nucléaire qui est créée par fusion de l'hydrogène ou de l'hélium. Vous avez ici la convection. Mixing, c'est le mélange. Les astrophysiciens, ils disent mixing, parce que c'est le processus de mélange. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est la convection qui rentre et qui va attraper les éléments qui sont synthétisés. Alors, il n'y a pas que la convection comme mélange. Hein. En ce moment, il y a des équipes, en particulier à Genève, qui travaillent sur le mélange thermohaline, par exemple, des doigts de sel qui plongent à l'intérieur de l'étoile et qui ramènent du matériau. Il y a plein de manières de faire du mélange, et il y a plein de physiciens qui travaillent sur plein de processus de mélange différents. Le fait que les étoiles tournent aussi, ça peut faire du mélange. Enfin, il y a plein de trucs là-dedans. Là, c'est juste la couche convective dans ce modèle. Et puis, ici, vous avez du coup les types de réactions nucléaires qui sont faits. CNO, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Donc CNO, il est extrêmement énergétique. Donc là, vous êtes en train de fabriquer plein d'éléments rigolos, enfin de l'hélium surtout. Mais par contre, il y a du carbone et de l'oxygène. Et puis là, c'est du triple alpha. Donc là, c'est l'hélium qui est en train de brûler à l'intérieur du cœur et qui est en train de fabriquer du carbone, de l'oxygène. Du coup, quand vous avez des réactions nucléaires qui se produisent au même endroit où il y a du mélange, les éléments, ils vont remonter à la surface. Donc là, vous avez vu, vous avez les éléments chimiques. Donc là, c'est l'hélium. Donc c'est normal, là, on est à l'intérieur de l'étoile. D'accord, il y a de l'hélium, puisque là, on est arrivé au moment où on sait qu'il y avait de l'hélium. Et puis, vous voyez qu'il y a de l'hydrogène à l'extérieur, un petit peu d'hélium. Et puis, vous avez ici de l'oxygène et le carbone qui est en bas. Je vous ai dit que ça allait faire monter le carbone. Du coup, quand il va y avoir des réactions nucléaires de l'hélium qui vont être à des endroits où c'est qu'il y a du mélange, c'est-à-dire que l'étoile va remonter le matériau, et on va avoir du carbone qui va apparaître à la surface. On va le voir. Allez, vous êtes prêts ? Il faut être concentré. Hein. On peut le regarder 2 fois. Alors, hop, vous voyez, là, ça gigote. Et regardez ce qu'elle me fait dans le diagramme HR, là. Je vous parlais de pulse thermique. Vous voyez, elle est en train de sauter, là. Hein, parce que vous avez des brûlages en couches qui changent.
voyez, là, ça brûle de deux côtés, et en fait, c'est en train de s'échanger. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, quand elle est là, elle est sur la branche asymptotique des géantes, et quand elle est là, l'étoile, elle est en train de devenir pulsante, c'est ce qui va se passer pour le Soleil. Et quand il s'est passé ça, vous avez vu le carbone, le carbone et l'oxygène vont s'inverser. C'est-à-dire que les étoiles oxygénées vont devenir carbonées. Alors je ne suis pas fasciné par les étoiles carbonées oxygénées, si je vous dis ça, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'à ce moment-là, les étoiles elles vont changer de composition chimique. Et la composition chimique de l'extérieur de l'étoile, ça aussi, ça va être un processus essentiel pour comprendre leur fin de vie. Et on va en parler maintenant. Alors, j'ai pas fini avec les simulations. Parce que là, ce qu'on a simulé, c'est juste l'intérieur du cœur et les éléments chimiques qu'on pouvait avoir à l'intérieur. Tant de carbone, tant d'oxygène, tant de... Mais le problème, c'est que quand on arrive à la surface de l'étoile, on appelle ça l'atmosphère d'une étoile. Ces étoiles sont très étendues à l'extérieur, puisqu'elles ont gonflé. Hein, et on appelle ça une atmosphère d'étoiles. Et à l'intérieur de ces atmosphères d'étoiles, il fait plutôt froid. Je vous rappelle, c'est des étoiles froides à ce moment-là. Et comme elles sont froides, la matière, elle fait quoi quand il fait froid ? Elle s'organise. Hein. Tout à l'heure, quand il faisait chaud, on a cassé les molécules. Là, quand il fait suffisamment froid, on va fabriquer des molécules. Donc, on a aussi des modèles. J'ai beaucoup travaillé avec les gens qui fabriquent ces modèles, à Uppsala, en Suède. Et ces gens, ils font des modèles d'atmosphère. C'est-à-dire qu'ils prennent des modèles, comme je vous ai montré, là. Ils disent, il y a tant de carbone, d'oxygène dedans. Qu'est-ce qui se passe si mon étoile fait 3000 degrés ? Est-ce qu'on peut fabriquer des molécules et comment les molécules se répartissent ? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'il y a de l'eau ? Oui, il y a de l'eau qui est formée, puisque vous avez de l'oxygène. Alors la molécule qui est le plus fabriquée dans les étoiles, dans ces étoiles-là, c'est la molécule CO, parce qu'il y a du carbone et de l'oxygène, et la molécule CO, c'est deux carbone et oxygène qui s'associent. Si votre étoile, il y a plus d'oxygène que de carbone, tout va être piégé en CO, et ensuite il va vous rester de l'oxygène libre pour fabriquer ce que vous voulez. En particulier de l'eau, par exemple. L'eau est un ingrédient essentiel de ces étoiles. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire OH, vous pouvez faire aussi des silicates. Il y a du silicium avec de l'oxygène, ça fait des silicates, SiO. Vous avez aussi une molécule qui est très intéressante, qui n'existe pas sur Terre, tout le monde se fout de cette molécule, hein. C'est l'oxyde de titane. Alors pourquoi je vous parle de cette molécule, l'oxyde de titane, tout le monde se fout de l'oxyde de titane, mais l'oxyde de titane dans les étoiles, il mange énormément de lumière. Donc quand on regarde les étoiles, on va parler des spectres un petit peu tout à l'heure, la majorité de la luminosité en fait, de l'étoile est absorbée par l'oxyde de titane, même si on a très peu dans l'étoile. Et puis quand on va commencer à ramener du carbone au-dessus, le ratio va s'inverser, il va y avoir moins d'oxygène et plus de carbone, donc la majorité de l'oxygène va être piégée sous la forme de CO, donc de monoxyde de carbone, et il va vous rester du carbone pour faire toute autre chose, en particulier des poussières sales. Et ces poussières sales, elles sont très intéressantes. Alors donc du coup, on prend nos modèles d'évolution interne et ensuite on construit des modèles d'atmosphère au-dessus. Alors, ces modèles, ils sont aujourd'hui problématiques parce qu'on n'arrive pas à tout faire. On peut pas à la fois mettre toute la chimie qu'on connaît, dire on peut fabriquer toutes les molécules qu'on veut. Regarder comment ces molécules refroidissent le milieu, modifient la pression, la température, etc., etc., etc. Ça, on est obligé de le faire que dans des modèles qui sont à une dimension, c'est-à-dire très simples. On ne peut pas correctement reproduire la convection, on ne peut pas mettre de la dynamique, par exemple, ou alors les pulses thermiques, par exemple, sont moins bien reproduits. Donc on fait des modèles qui sont 1D, c'est-à-dire qui ne reproduisent pas vraiment ce qu'est une étoile, mais par contre, on peut mettre beaucoup de physique à l'intérieur, et beaucoup de chimie à l'intérieur. On peut aussi faire des modèles 3D. Alors ça, c'est très joli, ça plaît, parce qu'on voit vraiment les grosses bulles de convection et tout ça. Par contre, du coup, un ordinateur, il a beaucoup de mal à faire du 3D, parce que, par exemple, les modèles Marx, là, que vous voyez, ils s'appellent les modèles Marx. Ce n'est pas des modèles communistes, c'est ceux qui sont fabriqués à Uppsala. Donc là, vous voyez leur profil, donc ça, c'est la profondeur de l'étoile, là, vous êtes à l'extérieur de l'étoile, là, vous êtes à l'intérieur de l'étoile, et ça, c'est la température à l'intérieur. On pourrait tracer des courbes comme ça pour toutes les abondances de carbone, d'oxygène, d'eau, de CO, etc. dans ces modèles. Là, vous voyez, en fait, dans ces modèles, il n'y a que 56 couches. On a 56 valeurs, là. Là, on a tracé des courbes, mais on a 56 couches. Quand vous faites un modèle 3D, d'accord, si vous voulez faire un cube de 512 x 512 x 512, ça commence à faire beaucoup de calculs.
Et les ordinateurs, ils ont beaucoup de mal. Alors, vous ne pouvez pas mettre la même physique dans un modèle 1D que dans un modèle 3D. Alors, du coup, on est obligé de jongler avec ces modèles 3D et 1D et voir comment ensuite on s'accommode de la réalité pour essayer d'être le plus précis possible. Alors, voilà des modèles 3D qui sont aussi faits à Uppsala, par quelqu'un qui a travaillé à Lyon d'ailleurs, j'étais venu le voir, qui s'appelle Bernd Freytag, et qui fait des simulations hydrodynamiques radiatives, donc il fait l'atmosphère des étoiles, mais en 3D, lui. D'accord ? Et alors, il fait un petit peu de formation des molécules à l'intérieur et des grains de poussière. On va reparler des grains de poussière. Alors, voilà à quoi va ressembler le Soleil quand il va être sur la phase AGB. D'accord ? Donc ça va ressembler à ça dans le ciel, quand ça va être désagréable. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer, une géante rouge. Donc, une géante rouge, vous vous rappelez, le Soleil, il avait des petites cellules de convection, il y en avait plein. La granulation solaire, c'est tout petit par rapport à la taille de l'étoile. Une géante rouge, ça a de la convection géante, mais vraiment géante. Vous avez des grosses bubules, en fait, là, qui sortent de l'étoile, et il n'y en a que quelques-unes qui recouvrent la totalité de l'étoile. Alors ça avait été une prédiction théorique par un monsieur qui s'appelait Eddington. Mon directeur de thèse l'avait un peu prouvé avant, et les simulations numériques le reproduisent correctement. Donc voilà à quoi ressemble une géante rouge, et quand elle arrive sur la phase AGB, ça ressemble vraiment à ça. Alors ça, c'est bien, on aimerait bien tout mettre là-dedans, la chimie, mais on ne peut pas, d'accord ? Les ordinateurs, ils ne peuvent pas calculer tout. Le problème de ces étoiles, c'est qu'en fait, vous avez vu, elles sont compliquées, il y a plein de trucs dedans, des molécules, machin, elles sont sales, donc on peut pas complètement mettre toute la physique à l'intérieur de ces simulations. Par exemple, dans ces simulations, il y a des petits problèmes. La manière dont on traite la propagation du rayonnement à l'intérieur est fait un peu à l'arrache. Il est obligé, parce que sinon ça prend beaucoup de temps de calculer la manière dont la lumière se propage et comment la pression de radiation pousse le matériau. Donc ces modèles sont par exemple trop compacts par rapport à la réalité. Alors par contre, ils ont des avantages. Vous voyez que donc là, vous avez une étoile qui fait 4500 degrés. Vous avez un modèle 1D, donc un modèle Marx. Okay. Et puis vous avez un modèle 3D moyen. Donc vous voyez, c'est très différent. Quand on regarde un modèle à 1D et un modèle à 3D, eh ben, c'est pas pareil. Donc laquelle est la mieux d'après vous ? Eh ben on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez ? Alors ça dépend, mais d'un autre côté, comme tout ça est interconnecté, eh ben, c'est le problème des astrophysiciens. C'est qu'on ne sait pas qui croire. Alors comme la simu 3D, elle est plus jolie, on a envie de dire ouais, la 3D. Mais quand on regarde la physique là-dedans, on se dit ouais, mais non, mais peut-être pas. Là, moi, je suis sûr que Bernd, ton modèle, il est trop compact. Donc on ne sait pas. C'est nos problèmes, ça. C'est qu'on voudrait mettre tout, mais on ne peut pas. Alors on est obligé de faire des choix et de savoir quel est le plus pertinent des modèles en fonction de ce que l'on regarde et de ce que l'on peut faire. Alors on peut vérifier que par exemple ces modèles 3D, ils ont un sens. Je vous ai dit qu'avec des gros télescopes, avec les plus gros télescopes du monde, on n'arrive pas à avoir une étoile. Une étoile, quand on l'observe, ça reste un point. Mais par contre, on peut faire des choses très intéressantes maintenant au Chili avec les VLT. On peut faire ce qu'on appelle de l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on simule des très grands miroirs en utilisant plusieurs télescopes. Et quand on fait ça, maintenant, on arrive à reconstruire l'image des étoiles. Alors moi, je me suis longtemps battu avec ces gens, parce que je sais pas, ils ont des petits délires de temps en temps. Mais ils arrivent à imager la surface des étoiles. Alors on ne peut pas le faire avec toutes les étoiles, on peut le faire avec que les plus grosses étoiles et les plus proches de nous. Et donc il y a un certain nombre d'étoiles qui ont été imagées. Vous avez W Hydrae, par exemple, qui est une géante rouge, oxygénée. D'accord. Vous avez celle-ci, bon celle-là elle est un peu moche. Vous avez Antares et vous avez Bételgeuse. Bételgeuse, on va en parler parce que je l'aime particulièrement. Et vous voyez qu'il y a des grumeaux là. Elles ont les gros grumeaux, les cellules de convection géantes qu'on a vu dans la simulation. Et les géantes rouges ont bien ces cellules de convection géantes. Et quand on regarde l'évolution dans le temps de ces hotspots là, de ces points chauds, ils bougent. Ils bougent de la même manière que la convection le montre dans les simulations que je vous ai montrées précédemment. Donc on ne fait pas non plus n'importe quoi, on a quand même un moyen d'utiliser nos théories, de faire tourner nos modèles
et de le comparer à la réalité pour voir si on n'est pas trop dans les choux. Alors voilà une image qui a été faite il n'y a pas très longtemps par un radiotélescope qui s'appelle ALMA, qui est basé au Chili. C'est un jeu d'antennes radio qui travaille dans des longueurs d'onde précises, qu'on appelle dans le millimétrique, et on est capable d'imager avec par interférométrie aussi des choses. Alors ça, c'est une AGB, d'accord. Elle a eu un pulse thermique il y a quelques milliers d'années, et donc elle est en train d'éjecter une coquille de matière. Elle est pouf, il y a eu un pulse thermique. Vous vous rappelez, ces pulses thermiques, c'est quand le brûlage de l'hélium et l'hydrogène, là, s'arrêtait, s'inversait, et elle sautait dans le diagramme HR, là. Hein, c'était ça que je vous ai appelé une AGB. Elle, c'est une AGB, elle vient d'avoir un pulse thermique, et elle a éjecté une bulle de matière. Et alors, ce qui est rigolo sur cette photo, c'est que vous regardez que dans cette bulle de matière, en fait, il y a eu un dessin, il y a une espèce de traînée qui a été faite en spirale. C'est une spirale. Donc en fait, la bulle, elle a été modifiée parce que sûrement qu'il y a une planète ou une autre étoile qui tourne autour. C'est un système binaire où il y a une planète. Donc il a creusé ce sillon en spirale à l'intérieur. Alors ces pulses thermiques, vous voyez, ils éjectent de la matière. Et pendant la phase AGB, l'étoile, elle va perdre, ça dépend des types d'étoiles, mais elle va perdre quasiment la moitié de sa masse. Et ça, du coup, ça va modifier violemment la gravité et la pression qui s'applique sur le cœur. Et ça va être déterminant pour la vie de l'étoile, pour l'évolution de l'étoile. Et un des problèmes de la physique des AGB, c'est qu'on comprend très 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 mal c'est l'éjection, la perte de masse de ces étoiles. Le processus est mal compris. On y va. Alors, dernière chose. Alors ça, c'est ma passion. J'ai passé 7 ans dessus. Oui, plus ça. Cette petite équation stupide, là, elle s'appelle l'équation de transfert. C'est que maintenant, je vous ai parlé des modèles d'atmosphère, et maintenant, il y a une autre manière d'étudier les étoiles, pas prendre juste des télescopes pour faire des images, c'est qu'on regarde la lumière qui traverse l'atmosphère de l'étoile. Comme à l'intérieur de cette atmosphère, il y a des molécules, des choses comme ça, la lumière va être absorbée, réémise, modifiée à certaines longueurs d'onde, par le milieu. Et quand on va regarder derrière le nuage ou derrière l'atmosphère de l'étoile, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire regarder comment les composés chimiques ont modifié la lumière de cette étoile qui nous parvient. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'imager la surface d'une étoile. On regarde juste la couleur de l'étoile, grosso modo, on fait un arc-en-ciel avec, et on regarde les petits traits qu'il y a à l'intérieur dedans, et ça nous donne la composition chimique de l'étoile. C'est très intéressant la composition chimique des étoiles parce que je vous rappelle que pendant les phases d'évolution, on avait une modification carbone, oxygène, des molécules qui pouvaient être créées. Et donc c'est un bon test, l'évolution chimique de ces étoiles, c'est un très bon test pour vérifier qu'on ne raconte pas des salades avec nos modèles de structure interne. Alors pour faire ça, il faut résoudre cette équation. Alors cette équation, si vous n'êtes pas adepte des maths, elle vous paraît pas belle. En fait, elle est très simple cette équation. Un mathématicien vous dirait que c'est une équation d'une stupidité confondante. Et on peut écrire sur un tableau sa solution, en 2 secondes, sa solution, elle est là. Voilà. Le problème, c'est que dans la solution de cette équation, on ne connaît pas ce terme. Et ce terme, il dépend de la solution. Et il dépend de la chimie de l'étoile, et il dépend d'un million de trucs. Alors moi, j'ai passé 7 ans à résoudre cette équation. Voilà. Pour l'eau, dans les géantes et les supergéantes rouges, pour la molécule d'eau. Et ça fait du calcul, promis. Alors, il fallait que je vous en parle un petit peu. Voilà, ce méchant S, là, c'est ce qu'on appelle la fonction source. Alors, du coup, quand on sait faire ça, parce que je vous dis qu'il y a des gens comme moi qui travaillent pour résoudre cette équation, on résout cette équation, on fait propager la lumière à l'intérieur de l'atmosphère synthétisée par les copains dans leur modèle d'atmosphère d'étoiles, et on obtient des spectres synthétiques. D'accord ? Donc des spectres calculés. Et ces spectres calculés, ensuite, on va essayer de les coller aux spectres observés. Et si on a des problèmes, on se dit on s'est trompé. Soit sur la quantité d'oxygène, de carbone, soit sur le réseau de réactions nucléaires qu'on a mis à l'intérieur. C'est comme ça en fait que la science avance en raffinant ces modèles, en essayant de coller des spectres. Alors les étoiles qu'on vous parle, là, les soleils rouges, ceux qui sont en train de mourir, c'est les étoiles qui ont un spectre comme ça, là, avec, vous voyez,
tout crado, là. Hein. Normalement, un spectre, c'est joli, vous voyez, c'est une ligne, et puis il y a des jolis raies à l'intérieur. Voilà. C'est des raies sombres, en fait, qui sont le résultat que la lumière a été absorbée par un ingrédient chimique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un photon qui arrive sur un atome ou une molécule, il change d'état d'énergie, et en redescendant, il réémet un photon. D'accord ? Alors, des fois, il en réémet plus qu'il en mange, et donc ça peut faire des trous comme ça, ça peut faire des trous dans le spectre. Vous voyez, vous en avez ici. Et puis, quand vous arrivez dans les étoiles froides, comme il fait froid, vous avez plein d'ingrédients, vous avez plein d'atomes, ils s'assemblent, ils font des molécules, et du coup, vous avez des spectres dégueulasses comme ça. Et qui sont du coup très compliqués à interpréter. Parce qu'on n'arrive pas, par exemple, à savoir où sont les raies, là. Là, vous voyez, vous avez une jolie raie ici. Quand vous avez un truc comme ça, et du coup, coller un spectre là-dessus, c'est difficile. C'est même très grave parce que, par exemple, une étoile comme Bételgeuse, on ne connaît pas sa température. Mais pas du tout. Hein. Donc vous allez sur Wikipédia, on va vous donner une température, on va vous dire oui, Bételgeuse fait telle température. On n'arrive pas à coller un spectre de Bételgeuse sur ça. Si vous le faites dans l'optique, là c'est de l'optique, vous obtenez une température pour Bételgeuse, vous le faites dans l'infrarouge, ça colle plus votre spectre. On va dire, bah non, collons-le sur l'infrarouge, mais du coup vous avez 1000 degrés de différence. Donc en fait ces étoiles, on les connaît très mal. Hein. Voilà, donc voilà, ça marche pas. Par exemple, voilà des spectres synthétiques. Alors, sur Bételgeuse, voilà, sur Bételgeuse. Donc ça, c'est fait avec un modèle une dimension. Ok. Alors, les points noirs, donc c'est les raies, hein, vous reconnaissez là, c'est les raies de mon spectre. Voilà. Donc là, on a pris un petit morceau de Bételgeuse et on a regardé quelques raies comme ça au hasard. Donc donc noir, c'est UVS, c'est un spectre qui est au Chili sur les VLT, et donc il nous fait des jolis spectres de Bételgeuse. Et quand on regarde, vous voyez que les modèles 1D, ils collent pas, là, c'est vachement plus profond. Alors pourquoi c'est plus profond ? Parce que peut-être qu'on a mis trop d'oxygène, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est comme ça. Alors on peut dire, il y en a moins en fait. Mais par exemple, quand vous prenez un modèle 3, alors vous dites peut-être que c'est parce que c'était un D. Alors faisons avec un modèle 3D, les modèles que je vous ai montrés là de Bang-Freytag. Vous voyez, ça marche pas mieux. Hein. Donc c'est difficile de faire coller un spectre synthétique à. Alors il y a plein d'autres raisons. Alors ça peut être parce que le transfert radiatif de la petite équation là que je vous ai montrée, je vous ai dit qu'on ne connaissait pas le S là. Selon comment on traite le problème. Vous voyez que vous pouvez avoir des effets très importants. Ça, c'est une simulation, c'est une raie synthétique. Et vous voyez que c'est deux manières particulières de traiter le transfert de rayonnement, ça. Et vous voyez que vous pouvez avoir des effets assez sensibles selon comment on le traite. Alors, sauf que moi, je traitais donc en NLTI, là, c'est beaucoup mieux. Par contre, pour calculer des raies comme ça, sur l'eau, hein, il fallait un super ordinateur. Pour faire ça à LTI, là, il y a marqué, vous faites ça sur mon Mac en 2 secondes et demie. Donc c'est pas pareil, un super ordinateur et un Mac, surtout quand vous avez, là il n'y a qu'une seule raie, mais quand vous en avez des milliers, c'est pas le même problème. Alors on essaye, donc le but du jeu de l'astrophysique stellaire aujourd'hui, c'est d'essayer de faire fonctionner tout ça ensemble. Traiter correctement le transfert radiatif, faire de la 3D, mais on ne peut pas faire de la 3D et du transfert radiatif NLTI en même temps, ça c'est même pas possible, c'est pas envisageable. Est-ce que la dynamique des étoiles, les modèles d'intérieur, la microphysique, les processus de mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait inclure la circulation thermohaline, les réseaux de chimie aussi. Donc tous ces phénomènes qu'on connaît bien, sur une paillasse on peut très bien les faire, par contre tous les faire fonctionner ensemble dans des milieux très complexes comme les étoiles qui sont à plusieurs milliers de degrés, très loin, c'est pas facile. Un des problèmes, c'est que, vous avez vu, il y avait des pulses thermiques et qu'il y avait de la matière qui partait. On ne comprend pas pourquoi cette matière est éjectée. En tout cas, on le comprend très mal. Alors, maintenant, vous devriez être capable de comprendre cette... Si. Ne rigolez pas. Ne vous dévaluez pas. Cœur de CO dégénéré, ça vous parle ? Voilà, carbone, oxygène, dégénéré, vous savez ce que c'est. Fusion de l'hélium et d'hydrogène en couche, ça vous parle ? Bon. Les petits mouvements là, ça vous parle ? Convection, ok ? Et ça vous montre qu'il y a du carbone et de l'oxygène. Alors c'est sur O inférieur à 1.
D'accord, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, ce sont les étoiles oxygénées. Et au bout d'un moment, elles vont ramener du carbone et elles vont devenir carbonées. Du coup, vous allez fabriquer des molécules différentes, c'est ce que je vous disais. Quand elles sont oxygénées, vous allez former de l'eau, de l'oxyde de titane, des silicates, H2CO. Quand elles sont carbonées, vous allez faire du CO et puis de l'acide cyanhydrique, enfin des trucs bizarres, comment ça s'appelle, de l'arsenic, des choses bizarres. Et du coup, ça va s'assembler et ça va faire des grains, des petites poussières, de la poussière. Et cette poussière, elle est essentielle pour comprendre le phénomène d'éjection de la matière. Pourquoi ? Parce que quand on fait les simulations en 3D, par exemple, vous avez des sondes de choc qui arrivent et qui propulsent le gaz. Oups, l'onde de choc, elle propage le gaz jusqu'à une certaine distance. Mais normalement, à cause de la gravité de l'étoile, le gaz, il devrait retomber sur l'étoile. Si je jette ce truc qui marche mal, là, vers le haut, il va retomber. Ouais. Si on ne l'éjecte pas suffisamment vite, il va retomber. Si je jette vraiment très vite, il va être satellisé, il va pouvoir s'échapper de la Terre. Eh bien, les ondes de choc, elles ne propulsent pas le gaz suffisamment vite pour qu'il sorte, il s'en aille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les ondes de choc, elles propulsent le gaz suffisamment loin de l'étoile pour qu'il fasse un peu plus froid. Parce que plus on est loin de l'étoile, plus il fait froid. Quand il fait froid, les molécules, elles s'assemblent et elles fabriquent des petites poussières. Des petites poussières. Des petites poussières. Donc du carbone amorphe, c'est de la suie. Alors vous avez aussi des trucs qu'on appelle des pH, enfin des poussières noires, si vous voulez. Et puis quand on est plutôt là, quand on est dans une étoile oxygénée, on fabrique des silicates, ou de l'oxyde d'aluminium, ou des choses comme ça. En fait, on fabrique un peu des grains de sable, tout petits, mais transparents. Et du coup, c'est la pression de radiation. Vous vous rappelez la pression de radiation ? La lumière, elle peut appuyer sur la matière. Vous vous rappelez ma petite toupie, là ? Eh bien, c'est la pression de radiation qui va taper sur ces grains, les accélérer. Et du coup, ces grains, ils vont frotter contre le gaz et ils vont augmenter leur vitesse. Le gaz va accélérer et il va atteindre la vitesse de libération, comme si je jetais ma télécommande suffisamment loin pour qu'elle parte dans l'espace pour toujours. Donc c'est ce processus de pression de radiation sur les grains qui est capable d'accélérer le gaz pour que l'étoile, elle perde de la masse. Et je vous ai dit que ce n'était pas négligeable, c'était presque la moitié de la masse de l'étoile qui partait. Donc c'est quand même relativement important de comprendre ce phénomène. Et c'est d'autant plus important que toutes les saloperies qui sont générées ici, elles vont se retrouver dans l'espace, et ces étoiles, les AGB, sont les premiers contributeurs de la poussière qu'il y a dans notre galaxie. Vous savez, notre galaxie, elle est pleine de poussière. D'ailleurs, quand vous regardez le ciel nocturne de la Voie lactée, vous voyez que la Voie lactée, on la voit bien en été, alors pas à Lyon, mais quand on va un peu plus loin, on voit qu'il y a des zones un peu plus sombres. C'est parce que c'est caché par la poussière. Il y a beaucoup de poussière dans l'univers. C'est très important, la poussière dans l'univers. En plus, elle absorbe la chaleur, donc c'est elle qui fait le rayonnement infrarouge dans notre galaxie. Et bien, ça vient de ces étoiles. Okay ? Et tous les ingrédients, le carbone et compagnie qui composent, ils se retrouvent dans l'espace à ce moment-là. Alors, c'est quoi le problème, docteur ? Alors, c'est ce que je vous racontais, en fait, quand on fait les simus 3D, vous voyez, il y a des fronts de choc là, qui s'évadent de l'étoile, et ces fronts de choc, en fait, ils vont pas assez vite pour propulser correctement la matière, et c'est cette pression de radiation sur les grains c'est cette pression de radiation sur les grains qui permet d'accélérer le vent. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que sur les grains carbonés, je vous ai dit, ils étaient noirs. Et vous savez, le noir, ça absorbe bien la lumière. Donc du coup, les grains, ils accélèrent bien, et ils vont bien pouvoir frotter contre le gaz et bien éjecter le gaz. Les étoiles oxygénées, qui font des silicates, du coup, ils sont transparents, les grains. Et s'ils sont transparents, ils ne mangent pas la lumière, et donc ils n'ont pas de force de recul, ils accélèrent mal, ils frottent mal contre le vent, et normalement, le vent, il ne devrait pas s'échapper. Sauf qu'il s'échappe. Donc il y a un problème. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a compris dans mon labo il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est une géante oxygénée qui s'appelle VY Hydrae. Et on a détecté de la polarisation, je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire que, grosso modo, les grains qui sont faits, ils sont gros, ils sont vraiment très gros. Et c'est le fait qu'ils soient gros, en fait, ils vont avoir des processus de diffusion de la lumière un peu particuliers. Et en fait, on a compris le mécanisme d'accélération de ces gros grains en silicate, et donc on a compris l'évolution de ces AGB. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Donc là, je vous ai raconté que
Mon AGB, elle avait ses pulses thermiques, et puis il y avait plein de poussière qui se remet dedans, et ensuite ils étaient accélérés, et ils faisaient partir le vent. Elle se pèle. Et ensuite, en se plumant comme ça, en éjectant sa matière à cause de ce hoquet qu'elle a, l'étoile, eh ben, elle va petit à petit libérer le cœur. Et là, il y a une partie qu'on comprend très très mal. En fait, on ne la comprend pas du tout. Il y a un moment où c'est que le cœur, il va prendre le dessus, et il est tellement chaud et lumineux, ce cœur, qu'il va faire un super vent, il va accélérer toute la matière de l'étoile, et très rapidement, en fait, l'étoile, toute la matière qui compose l'étoile va être soufflée, et tout le matériau va se retrouver projeté dans l'espace, très rapidement cette fois. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors, des nébuleuses planétaires, il y en a plein le ciel, c'est très joli, On commence l'astro parce qu'on aime les nébuleuses planétaires en général. Donc vous voyez, ici, en fait, l'étoile a été soufflée. Elle a passé sa phase AGB, elle a eu le hoquet, elle a envoyé des pulses thermiques, et puis tout d'un coup, en fait, il n'y avait plus assez de matière, et l'étoile au centre, le cœur au centre, a soufflé l'étoile complètement. Alors vous voyez ici, le cœur de mon étoile, et vous vous rappelez dans quoi c'était fait ? Carbone-oxygène, super. C'est une étoile en carbone-oxygène, c'est le cœur de l'étoile, c'est le cadavre de l'étoile, qu'on appelle une naine blanche, qui est très chaud, du coup, et qui est fait en carbone-oxygène. Et puis là, vous avez toute la matière qui a été propulsée dans l'espace. Alors celle-là, elle est jolie, mais elles sont toutes jolies en fait. Celle-là aussi est jolie, ça c'est la nébuleuse de la Lyre, que vous pouvez voir en été. L'autre, elle s'appelait Helix, je crois. Ça, c'est l'œil de chat. Très joli aussi. Et on voit à chaque fois la naine blanche, donc le cœur de carbone-oxygène qui est mis à nu. Et vous vous rappelez, dans mon diagramme HCR, je vous montrais une simulation, il y a des petites étoiles qui apparaissaient en bas, qui n'étaient pas lumineuses et chaudes, et c'est elle. Voilà. Alors, je vous ai parlé des étoiles comme le Soleil, comment elles allaient mourir. Alors, il y a des étoiles qui sont plus grosses que le Soleil. Et quand elles font plus de 8 fois la masse du Soleil, ça se passe un peu différemment, mais c'est les mêmes problèmes. En fait, je vous ai dit que, vous avez vu tout à l'heure dans la simulation, ça ne montait pas au-dessus de la fusion du carbone et de l'oxygène. Ces étoiles plus lourdes qui font plus de 8 fois la masse du Soleil, elles vont fusionner l'hélium pour faire du carbone, et ensuite elles vont fusionner le carbone, elles vont fabriquer comme ça tous les éléments. Elles vont réussir à fusionner plein d'autres éléments. Et l'étoile, elle va avoir comme ça une structure en pelure d'oignon, jusqu'à fabriquer du fer. Alors le fer, ça ne peut pas fusionner. Pour des raisons énergétiques, en fait, vous ne pouvez pas faire fusionner du fer, il faudra porter de l'énergie pour fusionner du fer, donc ce n'est pas une relation, c'est énergétique. Donc le fer, il ne fusionne pas, c'est un noyau inerte. Heureusement, il est soutenu par la pression de dégénérescence. Mais cette pression de dégénérescence des électrons là, qui maintiennent tout le monde, eh bien, elle a une limite. On ne peut pas appuyer comme ça, de manière inconsidérée, sur un noyau de fer sans qu'à un moment, il y ait un problème. Ça s'appelle la limite de Chandra-Séquard. Et au bout d'un moment, ce noyau de fer, il grossit, il devient trop lourd, et sous son propre poids, il va franchir la limite de la pression de dégénérescence, cette fameuse limite de Chandra-Séquard, et tout d'un coup, les électrons vont être projetés dans les noyaux, le fer va être complètement détruit, et on va se retrouver avec un énorme noyau gigantesque de neutrons, que des neutrons. Ça va produire une bouffée d'énergie colossale. C'est ce qu'on appelle une supernova, en fait. Ce noyau va imploser. Donc vous avez les couches qui vont tomber sur cette étoile à neutrons, qui vont rebondir de l'autre côté, accompagnées d'un flux d'énergie gigantesque, et l'étoile, elle va littéralement exploser. Alors quand ça explose, ça rigole pas, ça brille comme une galaxie tout entière. C'est des phénomènes extrêmement violents, les supernovas. Et donc c'est comme ça que meurent les étoiles, comme Bételgeuse par exemple, qui est l'étoile qui a fait plus de 8 fois la masse du Soleil, elle va mourir comme ça. Alors voilà, ça c'est une explosion d'étoiles. Celle-là on la connaît, elle s'appelle la nébuleuse du Crabe. On sait quand elle a pété en 1054. On le sait parce que quand elle a explosé, les gens ont vu une nouvelle étoile apparaître, d'où le nom de nova d'ailleurs. Alors c'est une supernova. Et l'événement était suffisamment remarquable pour que les gens de l'époque, il y a 1000 ans, le notent. On a retrouvé des manuscrits chinois qui montraient la position de cet événement, et quand on regarde dans le ciel, c'est dans le taureau, au bout d'une corne là, on voit ça, d'accord ? On voit le résultat de l'explosion d'une étoile massive. C'est beau, hein ? Ouais. Et alors au milieu, il y a le cœur de l'étoile, écrabouillé là, vous savez, mon fer qui a implosé et qui se transformait en étoile à neutrons, je vous ai dit. Alors, on peut le voir. Voilà. Ça, c'est au centre de la nébuleuse du Crabe. Vous avez un espèce de corps là qui est composé de neutrons. Alors c'est très petit. Enfin, petit, c'est à peu près la taille de la Terre, je pense. Mais c'est extrêmement massif.
et c'est des neutrons, c'est extrêmement dense, la densité est gigantesque, colossale. Le champ de gravité à la surface de ces objets est inimaginable. Si vous alliez vous poser dessus, vous seriez tellement lourd que vous seriez écrabouillé, liquéfié en une flaque qui entourait complètement l'étoile à neutrons. C'est vraiment des objets monstrueux. Et vous avez ici la matière qui est en train de tourner autour et qui tombe. Cette étoile à neutrons est en rotation rapide, on appelle ça un pulsar. Et puis si l'étoile était suffisamment massive, le cœur va atteindre une certaine limite, une certaine densité, qui va faire qu'elle va se transformer en trou noir. Pour les étoiles plus lourdes. Alors, pour le coup, on a un petit doute sur la limite en masse des étoiles qui sont capables de former des trous noirs stellaires. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette slide est ici, en fait. Voilà. Donc, on revient sur Bételgeuse. Voilà. Donc, Bételgeuse qui va mourir bientôt, hein, et donc elle est partie sur la branche. Comment ? Elle est peut-être morte, oui. Elle est à peu près, je ne sais plus, c'est 600 années-lumière, donc c'est possible. Elle peut mourir demain ou dans quelques millions d'années, ça va aller vite. Hein. En tout cas, elle est en phase terminale. Si on l'aime, c'est maintenant qu'il faut lui parler. Donc elle est en train d'éjecter de la matière. Alors j'ai travaillé pas mal sur cette étoile parce que cette étoile, justement, les gens qui fabriquent des images, là, ils pensent qu'il y a une coquille d'eau autour. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'ils résolvent mal le transfert radiatif. Donc voilà. Alors des simulations de Bételgeuse. Alors vous voyez, c'est un peu comme les géantes, hein. Ça fait des grosses cellules de convection énormes. Et comme elles sont oxygénées, on avait le même problème pour l'éjection de la matière, puisque les supergéantes, elles aussi, éjectent de la masse. Et c'est très important pour connaître justement quand est-ce qu'elles vont mourir pour les modèles d'évolution interne. Et donc on n'arrive pas à faire perdre correctement de la masse à Bételgeuse. On a fait des photos de Bételgeuse, donc on a réussi à l'imager. Donc vous voyez les... Ah oui, c'est pas... C'est l'appareil photo, nettoyer l'objectif. Non, c'est parce que vraiment c'est petit. Hein. Je veux dire, le diamètre angulaire d'une étoile, c'est très difficile à imager. Alors ça, c'est plus grand. Hein. Donc Bételgeuse, vous avez l'étoile qui est au milieu, là, dans le petit point blanc. Et puis vous avez la première couronne, et vous voyez tout le gaz qui a été éjecté par Bételgeuse. Donc Bételgeuse, c'est un peu comme les AGB, elle est en train de perdre de la matière. D'accord. Et donc ces supergéantes rouges perdent aussi de la matière avant de se transformer en supernova. Voilà. Alors pourquoi tout ça ? Pourquoi on s'embête avec tout ça ? Eh bien parce que vous avez vu que dans ces étoiles, elles font de la nucléosynthèse, elles fabriquent des éléments, elles fabriquent des molécules, et qu'elles sont capables de rejeter dans l'espace à la fois ces éléments et à la fois ces molécules qui enrichissent le milieu interstellaire. Eh bien, c'est avec ces étoiles qu'en fait, la chimie de la galaxie évolue. Mes 2 dernières années en Suède, je travaillais sur un projet qui va se faire au Chili, un survey au Chili, qui s'appelle Formost. Et le but du jeu, c'est de comprendre correctement l'évolution chimique de la galaxie, en particulier en étudiant la chimie de ces étoiles, parce que ces étoiles, ce sont elles qui enrichissent la galaxie en éléments complexes. Et ces éléments complexes, on les retrouve par exemple dans notre corps, dans la vie. D'accord ? Si vous êtes sur une planète comme la Terre, qui est majoritairement fait avec des silicates, qui a un noyau rocheux, etc., ou que vous avez du fer dans vos globules rouges, c'est parce que ces éléments ont été synthétisés dans les étoiles. Et vous avez d'ailleurs dans votre corps 1% qui vient du Big Bang directement, hein, c'est l'hydrogène, l'hélium, et puis quelques éléments lourds. Et puis ça, c'est les étoiles, Dying Low Mass Stars, c'est ceux dont on a parlé. Donc les étoiles, un peu comme le Soleil, qui vont passer par la phase AGB et qui vont mourir en éjectant tout ça dans l'espace. Donc on est fait vraiment avec des poussières, alors on ne devrait pas dire poussière d'étoiles, on devrait dire des cendres, des cendres de ces étoiles qui ont été jetées dans l'espace. Et puis le reste, ça vient des explosions d'étoiles, donc les supernovas dont je vous ai parlé, qui sont les seuls à être capables de faire des éléments très lourds. Alors pour les gens qui s'y connaissent un peu, ils peuvent être perturbés pour voir que les low mass stars font des éléments un peu plus lourds que le carbone et l'oxygène, mais c'est le cas parce que là j'ai été gentil en fait. Il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur de ces étoiles. Elles sont capables de fusionner des éléments beaucoup plus compliqués que ça, avec des processus ESP, etc. Voilà. Alors maintenant. Je vous invite ce soir, en sortant de la conf, à regarder dans le ciel
vous allez avoir Orion. Alors Orion, c'est facile à reconnaître. Bon, la photo que j'ai choisie est un peu poussée là au niveau. Vous regardez dans le ciel, vous allez voir, on la voit à Lyon. La dernière fois, je suis rentré. Il y a 3 étoiles alignées, entourées par 4 étoiles. Vous avez celle-là, là, la rouge, c'est les Bételgeuse. Donc vous pouvez la regarder, on en a parlé, vous pouvez l'imaginer. Et à côté, vous avez le Taureau, Aldébaran, qui est une géante rouge. Vous allez voir une étoile rouge. Je vous invite aussi à la regarder pour éviter pour continuer à les imaginer. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je voulais savoir, lors de la création d'une étoile, qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir petite ou qu'au contraire, elle va devenir très très grande? Alors, il y a une répartition statistique déjà, mais il y a aussi l'histoire des polluants dont je vous ai parlé au début. En fait, quand elle commence à se comprimer, à l'intérieur, il y a des molécules. Et selon la quantité de polluants dont je vous ai parlé, les molécules vont être capables de refroidir le gaz. Et c'est ce refroidissement en fait qui va faire que le grumeau va pouvoir se séparer du reste du nuage et augmenter. Alors c'est ce qu'on appelle la métallicité. Tout ce qui n'est pas de l'hydrogène en fait dans ce nuage va définir une masse qui va faire qu'un morceau de nuage va pouvoir se séparer et faire une étoile. Alors, cette limite, elle se calcule, il y a une petite formule mathématique qui s'appelle la masse de Jeans pour essayer de quantifier la taille par rapport à la métallicité de l'étoile. Mais il y a d'autres processus, tout n'est pas correctement compris. Il y a aussi des limites, par exemple, des grosses étoiles ne peuvent pas exister. Si elles sont trop grosses, en fait, elles vont commencer à faire du rayonnement tellement fort que ça va vaporiser l'étoile, directement. Donc il y a des limites techniques et ensuite, selon la métallicité du nuage dans lequel elles se forment, on va former des étoiles plus ou moins grosses. Par exemple, au début de l'univers, quand la métallicité était très faible, c'était plutôt des grosses étoiles qui étaient formées. Quand une étoile est sur la séquence principale, est-ce qu'il y a un meilleur accord entre les spectres calculés et les spectres observés? Puisqu'on peut bien comprendre qu'en fin de vie, les processus sont tellement complexes qu'effectivement, c'est difficile d'avoir un accord. Mais sur la séquence principale, les processus sont quand même moins nombreux et entre guillemets plus simples. Oui, ils sont beaucoup plus simples. Du coup, comme il n'y a pas eu les dredge-up, donc c'est le fait que la couche convective plonge et remonte du matériau, eh bien, on a des éléments assez simples. Alors, ceci dit, il y a quand même des problèmes, avec en particulier, je vous l'ai dit, le lithium, qui est un problème. On a beaucoup d'étoiles qui sont trop pauvres en lithium, mais par contre, c'est beaucoup plus facile de faire les spectres. Ensuite, il y a quand même des difficultés, parce que là, je vous ai parlé des étoiles froides, il y a aussi des étoiles très chaudes, donc les étoiles qu'on appelle les étoiles O, par exemple, qui ont en fait des vents très, très puissants. Et donc la manière dont on traite le rayonnement pour faire des spectres de ces étoiles peut conduire à certaines complexités qui ne sont pas dans la reproduction des raies spectrales, mais par exemple celle du continu ou des choses comme ça. Donc oui, il y a quand même aussi des complexités avec les étoiles très chaudes. Dès qu'on arrive dans des processus extrêmes, il y a quand même des difficultés. Mais quand elles sont sur la séquence principale, c'est quand même beaucoup plus sympathique que quand elles sont polluées par tout un tas de molécules désagréables. Les éléments les plus lourds sont fabriqués dans les supernovas ou dans les collisions d'étoiles à neutrons comme l'or, l'uranium, etc. Alors, oui. Donc, ouais, là, oui. Et juste pour savoir si les éléments les plus lourds étaient fabriqués dans les supernovas, comme l'or, l'uranium, ou dans les collisions d'étoiles à neutrons, comme j'avais pu le lire, je crois. Alors part. Oui, il y en a plusieurs. Alors de toute manière, dans les supernovas, vous arrivez quasiment à remplir tout le tableau de Mendeleïev. Alors ce qui se passe, c'est un processus dont on n'a pas parlé, elles ont aussi lieu dans les AGB, c'est que vous avez en fait des neutrons qui se baladent à une certaine vitesse. Alors c'est vrai dans les supernovas, ça peut aussi se produire à l'intérieur du cœur des AGB. Vous allez en fait faire manger très rapidement du neutron à des noyaux. Ils vont se mettre à grossir. Alors ils ne sont pas stables parce que vous leur avez fait manger trop de neutrons, ils ne sont pas équilibrés en protons et en neutrons, donc ils sont radioactifs. Donc ils sont très gros, mais ils sont radioactifs pas stables. Et ils vont commencer en fait à décroître radioactivement, donc en cascade comme ça. Il y a plein d'éléments qui vont, donc par fission en fait, par fission spontanée, par décroissance radioactive, ils vont venir comme ça, converger vers des éléments plus stables et remplir tout le tableau de Mendeleïev. Mais par exemple l'or, vous en avez dans les supernovas, ouais.
C'est fabriqué dans les supernovas. Et vous avez des radioéléments, par exemple, dans les AGB. Donc, par exemple, il y avait un collègue de Montpellier qui avait fait de la datation d'étoiles avec des radioéléments, en mesurant l'arrêt de je ne sais plus quel radioélément, qui est un élément qui a été comme ça enrichi en neutrons et qui ensuite a décru radioactivement vers cet élément. Donc, on peut le dater comme ça. D'autres questions? Non. Bon. Eh bien, je vous remercie. Bonne soirée. Ah, il y a une autre